Bonjour, cher modérateur. Je m'appelle Dr Abdeslam Omar Hassan, de nationalité djiboutienne, résident à l'hôpital Cheikh Khalifa et de Mohamed VI Bouskoura, de la faculté de UM6. Pour moi, c'est un honneur de prendre part à ces beaux congrès pour une première fois, résident de troisième année. Marhaba. Nous vous écoutons avec plaisir. Je pense que la présentation est calée. Et si on pouvait avoir le retour d'écran en face de nous, merci beaucoup. Allez-y. Je remercie au comité, aux organisateurs de ce beau congrès de m'avoir associé à ces congrès. Bonjour, chers professeurs, chers maîtres, chers modérateurs. Permettez-moi de vous présenter un travail sur les profils virologiques des infections respiratoires aiguës de l'enfant. Tout au long de notre présentation, je vais essayer de s'en tenir au plan classique que vous connaissez tous, le plan IMRAD, introduire, puis parler des méthodes qu'on a réalisées l'étude, le résultat, et puis de discuter un peu avant de conclure. Vous connaissez tous mieux que moi que les infections respiratoires aiguës de l'enfant représentent un problème de santé publique, un problème majeur de santé publique. Première cause d'hospitalisation des enfants au service de pédiatrie à l'échelle mondiale, que les causes virales constituent 80 à 90% des d'hospitalisation pour infection respiratoire aiguë. Le but de notre travail est d'étudier les profils virologiques des infections respiratoires aiguës de l'enfant grâce à la PCR multiplex, qui est une technique de biologie moléculaire qui permet d'identifier rapidement et simultanément un large spectre de virus ainsi que 4 espèces bactériennes. Il s'agit d'une étude rétrospective du profil virologique des infections des enfants hospitalisés au service de pédiatrie des hôpitaux universitaires internationaux de Cheikh Khalifa et de Mohamed VI pour infection respiratoire aiguë de la période qui s'est écoulée entre octobre 2021 à mars 2023. Dans notre cohorte, on a recruté un total de 64 patients, dont 30 de sexe féminin et 34 de sexe masculin, avec un sexe ratio avec une légère prédominance masculine. On avait 34 en petits garçons sur 64. La majorité de nos patients ont bénéficié, la moyenne d'âge était de 2,6 ans, avec des extrêmes allant de 1 mois à 16 ans. La majorité de nos patients ont bénéficié d'une radiographie de thorax qui a montré dans 56% de cas des foyers de pneumonie, dans 22% de cas un syndrome bronchique et les revenus normaux dans 22% de cas. Quelques exemples pour souligner l'importance et la sévérité des agents pathogènes viraux dans les infections respiratoires aiguës. Là, c'est un petit garçon de 2 ans et demi qui était admis pour toux fébrile, une conjonctivite. Au début, c'était une fièvre qui a duré un peu plus de 5 jours. Nous, on était penchés sur un syndrome de Kawasaki. Mais là, on a noté une détresse respiratoire qui traînait avec une radio qui est revenue à un foyer de pneumopathie occupant le lobe supérieur droite. On a complété un scanner qui a montré que c'était un foyer de pneumopathie de la quasi-totalité de lobe supérieur droite. Initialement, on l'avait mis sous augmentage Janta, mais la PCR multiplex est revenue avec un adénovirus, ce qui nous a permis d'ajuster la prise en charge. Encore un deuxième exemple, un petit garçon de 4 ans et demi qui était admis chez nous pour dyspnée fébrile avec un syndrome inflammatoire biologique très important, un CRP à 372, qui ne s'améliorait pas sous augmentage Janta. Puis on a passé en deuxième ligne TNAM, tout ça. Après, on a effectué un radiothorax, bien sûr, qui a montré un foyer de pneumopathie, avec une échographie qui a été faite à titre externe avant qu'on l'hospitalise, qui a montré un épanchement pleural enquisté. Un complément scanographique a montré pneumopathie gauche avec une pleurésie enquistée, ce qui expliquait la persistance de la fièvre, les non-décrochages de sa symptomatologie, puisque les antibiotiques ne parvenaient pas. Donc, le PCR multiplex est revenu à un rhinovirus entérovirus. Et enfin, un dernier cas, une petite fille de 2 ans qui était admise pour détresse respiratoire fébrile, chez qui la radiothorax a montré des foyers de pleuropneumopathie, des excavations, mais la PCR multiplex est revenue à un coronavirus HKU1, pour un peu souligner la sévérité de ces agents pathogènes viraux dans les infections respiratoires de l'enfant. Le résultat de la PCR multiplex, elle est revenue dans 64% de cas, elle a isolé un seul virus, dans 25% de cas 2 virus et 3 virus ou plus dans 10% de cas. La proportion de virus
dans notre étude, 30% des cas il y avait une prédominance de rhinovirus entérovirus à raison de 30% de cas, suivi du adénovirus dans 18% de cas, SARS-CoV de 7%, et le virus respiratoire syncytial dans 15% de cas. Là, c'est les caractères saisonniers des infections respiratoires aiguës, virales. Dans la moitié, soit 50% de cas, ils étaient en hiver, suivi du printemps dans 25% sur 64 cas, et enfin 3 ou 4 cas respectivement au l'été et en automne. C'est une petite plaque pour résumer le résultat de notre étude. La moyenne d'âge était de 2,6 ans. L'étiologie elle était largement virale à raison de 92,44 cas. On a isolé chez un seul cas un mycoplasme pneumoniae. Dans 102% de cas, on avait un seul virus isolé et 20% de cas de co-infection. Au cours de la période, les rhinovirus et les adénovirus ont été prédominants. On a noté un caractère saisonnier, à savoir une prédominance des pics en hiver et en printemps. Bon, depuis l'avènement de la PCR multiplex, des techniques de biologie moléculaire, elle a fait couler beaucoup d'encre. J'ai essayé de prendre le cas durant les 3 dernières années, quelques études. Là, c'est une étude qui a été faite à Taïwan, dans un hôpital d'enfants à Mackay. Ils ont essayé un peu de comparer les méthodes traditionnelles à la PCR multiplex. La PCR multiplex, elle était positive dans 75,5% de cas, contre 49% aux études traditionnelles, à savoir les tests antigéniques, les cultures. Et dans un quart de cas, soit 25% de cas, il s'agissait de co-infections de virus et plus. Dans cette autre étude, c'est une étude rétrospective qui a duré 4 ans et demi dans un hôpital italien. Elle a montré 41% de positivité, dans 80% dans un seul virus, et une co-infection dans 20% de cas, soit 19,6%. Encore une étude dans une hôpital chinoise, un hôpital de CHU de Fujian. Elle a montré une prédominance de VRS pour la cause d'hospitalisation des enfants âgés de moins de 12 mois. L'association, cette étude, elle a essayé un peu d'établir un rapport entre la durée d'hospitalisation et les co-infections. On a noté une association significative entre les co-infections virales et la longue durée d'hospitalisation. Encore une étude italienne qui a regroupé 386 cas. Non, c'est l'étude japonaise là. Une détection et caractéristiques cliniques des infections respiratoires aiguës. Elle a enrôlé 386 hospitalisations pour infections respiratoires aiguës durant l'année 2018, de janvier à décembre. 43,26% des positivités, dont 80% ont isolé un seul virus et 19% des co-infections. Le rhinovirus était le plus prévalent et il y a les caractères saisonniers dans 52% de cas en hiver suivi du printemps. Et enfin, une dernière étude italienne, le rôle du virus respiratoire syncytial dans les infections respiratoires aiguës. Il établit qu'il est les principales causes chez les nourrissons, qu'il n'y a pas de signe clinique distinctif entre le VRS et les autres pathogènes et que les manifestations cliniques pourraient aller de la simple bronchiolite à l'infection respiratoire sévère, menant à l'hospitalisation au milieu de réanimation, une défaillance respiratoire et à long terme des séquelles chez les grands enfants et adultes à type d'asthme et d'hyperactivité bronchique. Un petit tableau pour résumer les autres études comparativement à notre étude. Les sex ratios, il n'y avait pas significativement de prédominance de sexe. Les co-infections, ils ont révélé dans 25 et 20% dans les deux études. Dans notre cas, elle a montré dans 20,83% de cas. La saison, c'est largement prédominé par la saison d'hiver et le printemps. Et le virus, le plus prédominant, sont restés le VRS et le rhinovirus. En conclusion, la connaissance de l'épidémiologie locale est cruciale pour la planification et la stratégie préventive. Elle permet d'ajuster la prise en charge et une rationalisation des antibiotiques qui nous permettrait d'écourter la durée d'hospitalisation de ces enfants. Merci pour votre attention. Vous m'entendez là? Donc je suis ravie d'être parmi vous et je vous remercie d'avoir accepté mon sujet aujourd'hui pour être présenté dans cette honorable assemblée. Donc aujourd'hui, je vous présente une entérobactérie rare qui a causé une épidémie nosocomiale en milieu de réanimation néonatale au CHU de Mohamed VI de Marrakech. Donc l'entérobactérie en question s'appelle l'entérobactérie ourmaïki,
qui a été proposée comme une nouvelle espèce bactérienne en 1989, provoquant des infections nosocomiales chez des patients essentiellement adultes, initialement. Peu d'informations dans la littérature avaient rapporté des informations sur la virulence chez les nouveau-nés. Elle est considérée comme un germe nosocomial très peu étudié et reste un mystère pour le corps médical en tout ce qui concerne la prise en charge et les caractéristiques cliniques. Donc mon travail a pour objectif de décrire le profil épidémiologique de cette épidémie, le profil clinique, biologique et l'évolution, et comment on a pris en charge l'épidémie en tout. Donc nous rapportons dans ce travail 14 cas d'infection à Enterobacter ourmaiki, biologiquement confirmés, colligés au sein du service de réanimation néonatale du CHU Mohamed VI de Marrakech. C'est une épidémie qui a duré 3 mois entre février et avril 2023. Donc nos résultats étaient comme suit. Donc l'âge moyen d'admission était de 2,3 jours pour les nouveau-nés. Il y avait une nette prédominance féminine, avec la prématurité était retrouvée chez la majorité des cas, dans 71%. Le poids moyen de nos patients était de 1,9 kg. Le diabète gestationnel était retrouvé chez tous les autres patients qui étaient à terme. Et l'infection materno-fétale à localisation pulmonaire était le principal motif d'hospitalisation de nos patients. Donc la manifestation clinique était essentiellement faite de manifestations cutanées, à type de teint grisâtre et de marbrure. L'ictère aussi avait permis d'identifier les premiers signes de surinfection. La détresse et l'aggravation de la détresse respiratoire chez les patients hospitalisés pour la même symptomatologie. La fièvre n'était retrouvée que chez 36% des patients et le sclérème était apparu chez 20% des cas. Nous avons utilisé aussi dans notre service le score de Héro qui a permis de détecter initialement et précocement les infections. Sur le plan paraclinique, la thrombopénie était notée chez la majorité des cas, avec une leucopénie aussi, dans 35% des cas. L'ascension de la CRP était notée chez tous les patients. Nous avons utilisé la CRP pour détecter et pour suivre l'infection. Elle était d'une valeur moyenne de 75, avec des extrêmes allant de 26 à 203. Donc les hémocultures ont permis d'isoler l'Enterobacter ourmaiki. C'est une souche naturellement résistante à la ceftriaxone. Le caractère rare de cet Enterobacter a fait que la première hémoculture qui est revenue positive a fait nécessiter que les biologistes se soient déplacés en milieu de réanimation pour demander des informations et pour s'assurer que les prélèvements étaient adéquats et pris en charge précocement. Donc, je vous présente le cas du premier nouveau-né déclaré infecté par cette entérobactérie. Il était admis initialement à J1 de vie pour une détresse respiratoire avec une prématurité de 33 semaines et un poids de naissance à 1,9 kg, avec une anamnèse positive et à la radio une maladie des membranes hyalines stade 2 et des foyers de surinfection. Il a été initialement mis sous CPAP pendant 4 jours avec une bonne évolution de sa détresse respiratoire. À J5 d'hospitalisation, on remarque l'aggravation de la détresse avec la réapparition des signes de lutte, avec un teint qui était grisâtre, un petit fébricule à 38, une abolition du réflexe qui était déjà initialement faible et au bilan, il y avait une ascension de la CRP qui est passée de 0,69 à 135 et une leucopénie à 4100 avec une thrombopénie à 9100. L'hémoculture était revenue positive à Enterobacter ourmaiki. Le traitement qu'on avait déjà commencé dès l'apparition de ces signes cliniques et dès l'aggravation de
de sa détresse, c'était le méropenem associé à de l'amicacine pendant 10 jours. Bien sûr, on a traité l'ictère qui était apparu, il y avait une indication à la photothérapie, on avait transfusé aussi en culoplaquettaire, vu la thrombopénie et des signes hémorragiques qui avaient apparu. L'évolution était favorable avec la régression de la CRP à J5 de traitement qui est passée à 135 à 24. On a pu le sevrer de la CPAP et il a été déclaré sortant. Et il a été revu en contrôle 1 mois après avec un poids satisfaisant et aucune plainte au niveau de son examen. Malheureusement, les autres patients n'ont pas eu la même évolution favorable. Donc pour le traitement qu'on avait préconisé était la bioantibiothérapie à base de méropenem et d'amicacine, vu que le germe est sensible à ces 2 antibiotiques, avec une correction des anomalies du bilan biologique. Donc l'évolution, elle était favorable seulement chez 35% des cas. Malheureusement, le décès a été noté chez 65% des cas. 77% des cas avaient un âge gestationnel inférieur à 34 semaines et 100% des cas décédés avaient un retard de croissance intra-utérin. Donc notre prise en charge, en association avec la prise en charge médicale, a consisté en une désinfection totale, vu la rareté et la sévérité de cette infection. Nous avons commencé par la désinfection de la salle de naissance, dans le box où on reçoit les nouveau-nés juste après l'accouchement, initialement. Puis c'est l'unité adjacente à la salle d'accouchement. C'est une unité de transition qu'on a au CHE de Marrakech. Ensuite, on avait continué par la désinfection au niveau des box en réanimation, avec une désinfection qui était totale, avec une désinfection... bien sûr, avec du matériel adéquat, la désinfection des couveuses par du matériel adéquat. Et aussi, on avait utilisé le paragerme, qui est un dispositif pour la désinfection aérienne. Bien sûr, sans oublier l'importance de sensibiliser tout le personnel de santé par rapport à la désinfection, par rapport à la désinfection, en gros. Donc, l'entérobactérie Eurmaikia est un bacille gram-négatif qui appartient à la famille des entérobactères cloaqués complexes. Pardon, mais je vais vous demander de conclure pour respecter votre temps. Oh oui, bien sûr. Donc, l'entérobactère Eurmaikia peut infecter tous les patients hospitalisés vulnérables, en particulier les nouveau-nés prématurés. Vu la gravité des souches multirésistantes, il peut être transmis d'un patient à un autre lorsque les techniques de contrôle de l'infection sont inadéquates et la prévention reste le meilleur moyen de protection. Donc, je vous invite à scanner le code suivant pour avoir la bibliographie. Bonjour, chers maîtres, chers confrères. Donc, quand nous recevons un patient en réanimation qui est en bas débit, notre premier réflexe est de le remplir, en sachant que ce remplissage sera uniquement un apport en excès chez un patient qui est déjà en état critique et dont la durée sera nulle ou limitée. Et donc, finalement, notre geste devient peut-être une agression pour ce patient. En plus, l'effet de ce remplissage est transitoire, en tout cas chez les malades septiques, et donc cet effet positif hémodynamique ne dure pas. Dans ce cas, lorsque nous allons administrer un remplissage chez notre patient, nous risquons d'augmenter sa mortalité. Ce remplissage va augmenter la pression veineuse, il va diminuer la différence entre la pression et entre l'artériole et la vénule, et donc il va diminuer la pression de perfusion capillaire. En plus, dans les états de choc, la pression interstitielle devient très négative. Elle peut atteindre jusqu'à moins 40 mm de mercure. Et donc, notre remplissage va uniquement favoriser l'œdème interstitiel. Il va désorganiser l'architecture extracellulaire et perturber le drainage lymphatique, qui est finalement une sorte de rinçage interstitiel. Donc, l'effet qu'aura ces surcharges sur les organes, c'est qu'elle va augmenter la pression de l'oreillette droite, elle va augmenter la résistance au retour veineux et créer un état de congestion veineuse, en particulier au niveau des organes encapsulés.
Donc, ceci va compromettre la circulation artérielle, veineuse et lymphatique et diminuer la délivrance en oxygène, créer une hypoxie tissulaire et donc une accumulation de métabolites tissulaires et une dysfonction qui peut toucher tous les organes. Au niveau cérébral, nous aurons un œdème cérébral avec un risque de confusion, de délire. Au niveau pulmonaire, on aura une altération des échanges gazeux. Au niveau hépatique, on peut avoir une altération de la fonction du foie avec une cholestase. Et au niveau rénal, une réduction du flux sanguin rénal et donc une réduction du débit de filtration glomérulaire. Plusieurs études ont été réalisées pour évaluer l'effet de cette surcharge sur nos patients. Donc, on a comparé dans une étude du New England l'administration de bolus d'albumine, de sérum salé et l'absence d'administration de ces bolus chez plus de 3000 enfants. Et ils ont montré une augmentation de la mortalité à 48 heures chez les enfants qui ont reçu les bolus. Une comparaison entre 3,5 et 2 litres de remplissage chez des patients adultes en sepsis et en hypotension a montré une mortalité à 28 jours qui était plus élevée dans le groupe qui n'était pas restrictif. Et même dans les autres états de choc, notamment l'état de choc hémorragique, qu'il soit traumatique ou non, la limitation du remplissage et l'hypotension permissive semblent améliorer la survie. Donc il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées et qui ont été étudiées, mais toutes ont des limites. Donc ce sont des méthodes pour estimer la volémie du patient ou pour estimer le remplissage, l'intérêt du remplissage. Donc le lever de jambes passif à 45 degrés peut donner une impression de réponse au remplissage, parfois dans des moments où le patient n'en a pas réellement besoin. Et il est difficile à appliquer, voire impossible chez certains patients. Le volume d'éjection et la variation de la pression de pouls est peu fiable lorsque le patient respire spontanément, en cas d'arythmie cardiaque ou lorsque le volume courant est réduit. La valeur absolue de la pression veineuse centrale n'est pas corrélée à un débit cardiaque donné ou à une réponse au remplissage. Et enfin, le diamètre de la veine cave inférieure est peu sensible et peu spécifique. La particularité du Doppler veineux est que c'est un système, le système veineux a un potentiel de distensibilité qui est augmenté. Donc l'onde de pression va être atténuée en distalité. Et on aura un Doppler qui est continu au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'oreillette droite. Chez un patient en état de congestion, la paroi veineuse est déjà distendue et donc la capacité d'amortir ces ondes de pression sera moins importante et on aura un Doppler qui sera plus pulsatile. On peut le voir sur cette image, donc au niveau du Doppler de la veine hépatique qui est normal ici. On a un Doppler qui est très pulsatile avec 3 ondes de phase et plus on s'éloigne, plus le Doppler sera continu. Dans notre service de réanimation, nous utilisons le Doppler de la veine sushépatique et celui de la veine rénale en association. L'intérêt de la veine hépatique est qu'elle reflète directement la pression de l'oreillette droite au cours du cycle cardiaque, puisqu'elle est directement liée à la veine cave inférieure. Ici, nous avons un Doppler, enfin un tracé qui est normal. Donc, on a l'onde A qui survient au cours de la contraction auriculaire, qui va permettre de refluer le sang au niveau de la veine sushépatique, et c'est ce qui va donner cette onde positive. Au cours de la systole, l'oreillette va se relâcher, elle va aspirer le sang de la veine sushépatique et c'est ce qui donne cette onde systolique. Puis on a le remplissage de l'oreillette droite à ce niveau qui va entraîner l'onde V qui devient nulle. Et puis ensuite on a la diastole et lorsque le ventricule va se relâcher, il va à nouveau aspirer le sang et c'est ce qui va donner cette onde D. Donc un Doppler veineux normal va donner en fin de remplissage de l'oreillette droite, donc à ce niveau, entre l'onde S et l'onde D, un flux sanguin qui va s'écouler de la veine sushépatique vers l'oreillette, et donc ceci indique que le patient a une réserve de remplissage. Chez un patient qui est vide, l'oreillette droite sera avide de sang, elle va aspirer le sang durant tout le cycle cardiaque, comme on peut le voir sur ce tracé, et le remplissage sera probablement utile dans ce cas si le patient présente des signes de bas débit, bien sûr. En cas de congestion veineuse, on a à la fin de l'onde S, donc au moment du remplissage de l'oreillette droite, l'onde qui va devenir positive puisque le reflux va se faire au niveau de la veine sushépatique et donc ceci indique un état de congestion modéré. En cas de congestion sévère, l'oreillette droite n'accepte plus de sang et l'onde S devient positive. L'intérêt du Doppler veineux rénal, quant à lui,
et qu'il va nous refléter non seulement la pression de l'oreillette droite, mais également une éventuelle compression par un œdème interstitiel. Et la combinaison entre le Doppler de la veine sushépatique et la veine rénale devient intéressante puisque le Doppler de la veine sushépatique va refléter directement l'oreillette droite, alors que le Doppler rénal va refléter la présence ou non d'un œdème interstitiel. Un Doppler veineux rénal normal sera continu et lorsqu'on aura un état de congestion modérée, il deviendra biphasique puis monophasique en cas de congestion sévère. Donc finalement, le remplissage deviendra légitime, lorsque le Doppler de la veine sushépatique et de la veine rénale seront en faveur. Donc une veine sushépatique qui va nous montrer une oreillette droite avide de retour veineux avec un flux continu au niveau rénal nous indiquera que le remplissage peut être administré. Par contre, il sera à éviter si on a une veine sushépatique dans laquelle cette vélocité en fin de remplissage de l'oreillette droite est soit réduite, soit nulle, soit positive, et un flux pulsatile au niveau de la veine rénale. Et donc, en conclusion, on pourrait être tenté d'utiliser les approches classiques et d'utiliser la même approche surtout pour chaque patient, mais une approche personnalisée sera préférée en se basant sur des indices hémodynamiques spécifiques afin d'avoir un meilleur pronostic. Et je vous remercie.